Écoute, j'ai appuyé sur un bouton, je sais pas si c'est le bon, mais ça a l'air d'enregistrer. Et a priori, il y a les disques durs, parce que la dernière fois, ils ont oublié de prendre les disques durs. Non. Je suis ravi de te rencontrer, Vincent Morin. Jérôme Chabin, qu'on embrasse, qu'on salue, nous a mis en relation. Exactement. Suite à un post qu'on a fait sur LinkedIn avec Thomas, qui est le premier collaborateur associé d'OVNI Capital. Parce que tous les deux, on a lu un article dans Les Échos, je crois que c'est Adrien Lelièvre, qui parlait du rôle fondamental des premiers employés de start-up. Et on s'est dit, vu qu'on fait rien comme les autres et que ce podcast OVNI est un peu notre cours de récréation, notre façon de découvrir des nouvelles personnes, de revoir des gens qui nous soutiennent depuis le départ et de partager un peu cette communauté qui est celle d'OVNI. Qu'on allait faire une dizaine de podcasts pour mettre en avant ces premiers collaborateurs de start-up. L'idée est super, l'angle il est intéressant et Jérôme, qui est un ami que je connais depuis très longtemps, m'a dit tu peux y aller les yeux fermés, donc voilà, je suis là et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a discuté, on s'est envoyé 5 SMS, je t'ai envoyé le brief des questions ce matin, donc on est toujours en flux un peu tendu, mais c'est ça qui est sympa. En tout cas, merci de prendre le temps de venir raconter ton parcours. Pour les gens qui ne connaissent pas Jérôme Chabin, même si effectivement dans l'industrie de la tech, les fondateurs de Licorne, c'est plutôt des gens visibles, et puis il a fait quelques podcasts, quelques vidéos YouTube qui ont très bien marché. Jérôme est le fondateur d'IAD. Et donc, toi, tu as travaillé aux côtés de Jérôme et des autres fondateurs d'IAD. Est-ce que, avant de te présenter et de rentrer un peu plus en détail sur ton parcours, tu peux juste en 2 mots décrire qu'est-ce que c'est qu'IAD, pourquoi c'est devenu une licorne et dans quel secteur tu as un peu évolué? C'est quasiment 10 dernières années, là, ça fait 9 ans, c'est ça? Ça fait plus de 15 ans maintenant. Ok, 15 ans. Plus de 15 ans. Jérôme Chabin est l'un des 3 cofondateurs du groupe IAD. C'est une personnalité très particulière, c'est vraiment quelqu'un de très généreux. Et lorsqu'ils ont lancé IAD en 2008, moi j'intègre le réseau 1 an après. D'accord, donc en fait ça fait 20 ans que tu bosses pour IAD, quasiment. Ça fait 15 ans, IAD existe depuis 16 ans. D'accord, ouais. Mais sur ton parcours, c'est marqué 2015, donc en fait c'est quoi? C'est qu'avant tu étais manager de réseau, etc. Donc en fait, t'as step up, c'est ça? Je vois ce que tu veux dire, non. T'es cofondateur Portugal depuis 2015, en fait, donc c'est ça la petite nuance. C'est que j'intègre le réseau IAD France en 2009. Là, je suis les fondateurs. J'ai confiance en eux. Ils veulent vraiment faire une révolution dans le monde de l'immobilier. Et nous, on les suit les yeux fermés. Donc, je me développe chez IAD. Je développe des équipes un petit peu partout en France. Et en 2014, je vais au Portugal avec mes amis et associés. Et là, on fait une étude. On revient. On fait un business model, business plan, la totale. On présente ça à Malik et Jérôme et on leur dit est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Et ils nous disent go. Et c'est comme ça qu'on part au Portugal développer la première filiale à l'international. On va un peu trop vite. Comment tu les rencontres? Comment ils te recrutent? Comment tu les rejoins? À quel stade? Combien de collaborateurs il y avait à ce moment-là? Enfin, raconte-moi un peu ces débuts. Et puis, c'est une période 2009-2010 où l'industrie est beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. L'industrie est moins développée. Pleine crise des subprimes. C'est pas forcément la meilleure période pour se lancer dans l'IMO. C'est un ami d'enfance, Mathieu Guibert, qui me parle du modèle IAD. Au début, je comprends pas bien ce qu'il m'explique. Alors, le modèle IAD, c'est le multi-level marketing, c'est ça? Adapté à l'immobilier. C'est le maillage de l'immobilier, du digital, de l'Internet et du marketing de réseau. Marketing de réseau, c'est cette possibilité qu'on donne à chaque agent de pouvoir se développer au sein du réseau et de toucher une rémunération sur la productivité de son équipe. Donc, ça, c'est le pitch de base en 2009, c'est ça? 2008, 2008. Toi, tu rejoins cette aventure et tu deviens rapidement le premier développeur, une des têtes du réseau. C'est comme ça que ça se passe? En fait, moi, je rentre pour l'immobilier. Ok. Je rentre pas pour le marketing de réseau. Ok. Je veux faire de l'immobilier. Je rentre d'un voyage de plusieurs mois en petit tour du monde avec ma femme et on me parle de ça. Je fais de l'IMO et à un moment donné, j'ai le déclic parce que
Malik Benrejdal et Jérôme Chabin organisent une formation, un atelier. Et là, ils commencent à parler du marketing de réseau, à nous expliquer les bienfaits, le fait de pouvoir atteindre une liberté financière avec la loi des nombres. Et c'est vraiment là que j'ai mon déclic. Et je me dis... Parce qu'ils étaient visionnaires, c'était parmi vraiment les premiers à mettre en place ce type de structure à cette époque-là. Ouais, en France, personne n'avait jamais fait ça. C'était vraiment quelque chose d'inédit. C'est pour ça que c'était très difficile au début, parce que les gens ont apparenté ça à un système qui n'était pas viable dans le temps. Et c'est pour ça que les fondateurs ont été très très forts. Cette vision-là, ils l'ont modélisée et nous l'ont donnée pour que nous, on puisse à notre tour la transmettre à nos équipes, parce que le marketing de réseau, c'est vraiment ça. On développe une équipe et après, on va devoir dupliquer, c'est-à-dire aider ces personnes-là à elles-mêmes mettre en place des équipes. Et là, en 2009, après, c'est le début du grand développement pour moi au sein du réseau. IAD, pour les gens qui ne l'ont pas en tête, c'est 300 millions levés. C'est un statut de licorne. De ce que je regarde là sur Crunchbase, donc première levée de fonds en 2012 et deuxième énorme levée de fonds en 2021. Entre 2009 et 2012, ça veut dire que c'est une croissance plutôt autofinancée. Vous faites avec peu de moyens. Je me souviens d'une discussion avec Jérôme peut-être là-dessus. Tu peux raconter cette période-là ? Moi, quand je rentre chez IAD, il y a les 3 fondateurs, Jade qui est la femme de Malik, donc la 4e cofondatrice, on va dire, et c'est tout. Okay. Et je vais signer mon contrat dans le garage de Malik. C'est-à-dire que l'histoire, le storytelling autour de ça, il est réel. Donc moi, j'arrive devant la maison, je sonne, et je vois un mec qui sort, et en fait, c'est Malik Benrejdal qui dit bah, « Vas-y, rentre ». Et ils sont dans le garage avec Jérôme Chabin, Sébastien Caille et Jade, et ils sont en train de travailler. Et je signe là. Donc en fait, c'est vraiment avec des petits moyens. Quand Naxicap, groupe Natixis, arrive en 2012 avec Sébastien, avec Laurent Salé, pardon, là, ça met une nouvelle dimension. Et sur ces 3 ans, vous passez de quoi ? De 5 à combien ? 30 ? Ou beaucoup plus que siège, ça ? Non, moins. Beaucoup moins ? Ouais. En 2012, il doit y avoir peut-être une quinzaine de personnes. Ok. Ça veut dire qu'il faut tout savoir faire à ce moment-là ? Ouais. C'est-à-dire que Jérôme Chabin fait tout l'informatique, mais tout. Il a tout codé de A à Z, de l'annuaire au système de rémunération. Enfin, en fait, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. On était les seuls à avoir ça parce que marier l'immobilier et le marketing de réseau, comme personne ne l'avait fait, il n'y avait pas de logiciel. On ne pouvait pas acheter un logiciel pour pouvoir le dispatcher aux agents. Donc au début, c'est vraiment avec des petits moyens. Quand Naxicap arrive, on rentre dans une autre dimension. Ouais. Et après, l'autre levée... Combien ils injectent à ce moment-là ? Je me souviens plus. Je crois qu'en valo, on doit être à 30 millions à ce moment-là. Donc je me souviens plus combien on lève, mais... Bon, probablement 10, ou enfin, souvent c'est à peu près ce genre de... Ça, 10 ou 12 millions peut-être. 10 ou 12 millions, je peux le retrouver. Ouais. Est-ce que c'est public ? Non, je vois pas d'infos. Et ok, et donc là-dessus, ça permet de rapidement staffer et de rentrer dans cette période un peu d'hypercroissance. Ouais, on staffe, achat de nouveaux bureaux. Okay. Parce que bon, le garage, c'est sympa, mais en fait, il y a eu un garage, après, il y a eu une maison. Ok. Une espèce de loft. La maison IAD, le loft. Il y avait un loft où il y avait une cuisine. Donc nous, on déposait nos mandats le vendredi soir. Est-ce que ça joue beaucoup sur la culture d'entreprise ? C'est sûr. C'est sûr que ça a joué dans le développement au départ. C'est-à-dire que vous étiez tous... aujourd'hui, il y a beaucoup de remote suite au Covid, etc. On dit que ça a fait pas mal de mal aussi aux dynamiques d'équipe. C'est sûr. Et donc, parce que vous êtes une quinzaine de personnes, mais alignées, tout le temps ensemble. Oui, il y a le staff au siège, et puis il y a les agents. À ce moment-là, en nombre d'agents sur le terrain, il doit y avoir quand même 250 agents. Et comment vous les recrutez, ces agents ? Le bouche à oreille. Ouais, c'est vraiment... on établit la liste des gens qu'on connaît de son réseau, et on utilise le réseau de son réseau. Ouais. Donc, moi, c'est comme ça que je me suis développé à 100%. C'est quoi la grille de recrutement d'un bon agent ? Comment tu définis un mec qui est un bon agent ou pas un bon agent ? C'est ultra complexe. On me demande souvent, parce que moi j'ai développé la plus grande organisation dans le réseau en Europe et dans le monde d'IAD. Donc ça représente combien d'agents en dessous de toi ? C'est des centaines de personnes ? Des milliers, je sais pas. Là, c'est 2000. 2000 personnes. Ouais. Okay. 2000 répartis en France. Donc toi, tu as convaincu 200 personnes qui, eux, ont convaincu 1800 personnes ou c'est Moi, j'ai convaincu 12. 12 qui, eux, ont convaincu... convaincu 12. À peu près. Voilà, et donc c'est là. Ouais. C'est ça qui est fantastique, c'est que mon effort, il n'est pas fait sur 200 ou 2000 personnes.
il est fait sur un cercle fermé, mon premier cercle à moi, et c'est avec eux qu'on est parti conquérir la France et l'Europe. Okay. Parce que les 2000, c'est vraiment partout. C'est-à-dire qu'il y en a un petit peu en Floride, un peu au Portugal, un peu en Espagne. Et donc, ces 12 personnes-là, ça c'est intéressant. Comment tu vas les chercher? Comment tu arrives à les convaincre? J'en ai convaincu. Moi, je fais des études de commerce. Donc, de ma promo de 2003, j'en avais déjà fait rentrer 6. Okay. Donc, tu vois, en fait, j'avais gardé le lien. Premier cercle. Ouais, des gens qui comprennent le business, exactement. Qui comprennent l'immobilier aussi? Pas forcément. Pas forcément. Non, c'est vraiment le business. Après, dans le profil, c'est absolument, et ça, c'est à 100%, c'est des gens qui veulent être entrepreneurs. Tu vois, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que la vraie difficulté, en fait, elle est là. Elle n'est pas tant dans l'immobilier. L'immobilier, c'est pas un métier qui est très difficile et très technique. Donc, c'est des gens qui ont une soif de liberté, qui sont dans un job mais qui les satisfait pas forcément. Exactement. Et qui se disent en fait j'ai une plateforme, j'ai des outils, finalement mon saut dans le vide donc je sais que tu as fait quelques sauts en parachute, on en a parlé juste avant l'épisode. Exactement. Mon saut dans le vide, il n'est pas si risqué que ça, et en fait c'est ça qui les aide à basculer. Au début ils le font à côté de leur job et après ça devient leur job à temps plein. Tu as raison, en fait j'ai eu différents profils comme ça. Okay. J'ai des gens qui m'ont suivi, qui ont donné leur démission et qui sont venus à fond, sans jamais avoir fait d'immobilier. Okay. Ça, c'était vraiment un critère que je ne recherchais pas forcément, mais c'était comme ça. Et après, il y en a qui ont commencé en double activité, en effet, pour voir. Mais ce que tu disais, c'était vrai, c'est que en fait, on se lance chez IAD, on crée sa propre agence immobilière, mais très light au niveau financier. Moi, avant IAD, je m'étais mis à mon compte 2 fois. Donc une fois où j'avais dû injecter, créer une SA, le capital, etc. Là, avec 190 €, et encore à l'époque c'était 150 € par mois, on a une agence. C'est extraordinaire. Ça change la donne. On peut travailler depuis son domicile, on n'est pas obligé d'avoir des bureaux, pas d'assistante, une imprimante, des bonnes chaussures pour prospecter. C'est ça. Et en fait, ils arrivent à se lancer comme ça. Et donc toi, pour bien comprendre, sur ces années-là, tu convaincs ces 12 personnes-là, toi-même tu développes ton business. Tu fais combien de transactions? Quel type de transactions? Parce qu'il faut trouver un équilibre entre ton chiffre d'affaires à toi, l'animation de ce réseau-là qui va générer son propre chiffre. C'est ça un peu? Je dirais que tu es dans la stratégie de quoi? Non, mais c'est vraiment ça. Tu es dans la stratégie et dans la... Je sais pas, je la découvre pour le coup. Ouais, je sais, c'est pour ça. Non, mais c'est très pertinent. C'est vraiment ça. Au début, c'est à fond dans l'immobilier. Okay. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on part de zéro, portefeuille de mandat à zéro, pas de clients. Donc, on est focalisé sur la transaction. Moi, j'étais un assez bon vendeur. C'est-à-dire que je faisais mes 2 ventes par mois. Avant, je disais que j'étais un très bon vendeur. En fait, c'était ça le critère. Il fallait faire 2 ventes par mois pour sortir un salaire. À 2 ventes par mois, c'est bien. Je valais plus que ce que je valais sur le marché du travail. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'à 2 ventes par mois, tu es à 6-7 000 par mois. Et c'est quoi en fait une vente? C'est des ventes avec un panier moyen, si je peux l'expliquer comme ça, mais 300 000 € sur lequel tu vas prélever quoi? 5%, 6% en fait, de commission? 300 000 €, ouais. Un bien. Si je prends 4% d'honoraires, ça me fait 12 000. Okay. 10 000 hors taxes. Ouais, l'IAD me reverse en gros 7 000 €. Ok. Et après, toi, tu as tes charges dessus, etc. Et après, tu as tes charges, tu payes ton URSSAF, etc. Donc en fait, quand vous allez recruter des membres du réseau, c'est comme ça qu'on les appelle, l'enjeu, c'est d'arriver à leur démontrer qu'en quelques mois, en faisant effectivement un travail de terrain, en allant chercher dans leurs contacts, etc., s'ils arrivent à générer ces 2 ventes par mois, ils deviennent autonomes financièrement. Ouais. C'est ça la promesse? Une vente par mois. Une vente par mois. Ouais, en réalité, en une vente par mois, ils peuvent être autonomes. La vraie difficulté, ce que je sais, c'est que c'est vraiment l'entrepreneuriat. Ça veut dire, du jour au lendemain, il n'y a plus de chef. Moi, j'ai 12 personnes qui m'ont suivi, mais je ne suis pas du tout leur boss. C'est-à-dire que c'est un management transversal. C'est différent que ce qu'on peut connaître dans le monde traditionnel. Je ne peux pas leur dire tu me fais chier, fais exactement ce que je suis en train de te montrer. En fait, on peut pas faire ça. Donc, c'est un accompagnement. Tu vois, c'est plus du leadership que du vrai management. Okay. Ouais. Donc, tu inspires par l'exemple parce que toi, tu délivres, tu fais tes 2 ventes et ces gens-là, ils font ça à leur façon, mais avec la même vitrine qui est IAD, un peu les mêmes outils. Ils utilisent la licence de marque de la même manière, les mêmes outils, le même contrat. Certains vont plus vite que d'autres.
Et donc, ce qui explique la progression assez fulgurante d'IAD et une levée quelques années plus tard qui amène ce statut de licorne, c'est la démultiplication des ventes grâce à ce multi-level marketing où chacun finalement devient son propre patron. Et aujourd'hui, peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est combien d'agents, de membres, ça représente combien de chiffre d'affaires? Moi, je n'ai pas du tout en tête où on est IAD aujourd'hui. En France, on fait à peu près un demi-milliard de chiffre d'affaires. Ok. Donc on a là été valorisé 1,2 lors de la dernière levée avec Insight. Donc c'est 2 fois le chiffre? Ouais. À peu près, ok. Ouais. C'était quoi la question? La question, c'est ça représente combien de chiffre d'affaires, combien de membres, pour avoir un peu les... Ouais. C'est quoi les indicateurs clés d'une société comme IAD? En France, on doit être à peu près 15 000. Ok. Et puis on a à peu près 1000 personnes au Portugal, 1500 au Mexique. On doit avoisiner les 19 000, 20 000 dans le monde. Ok. Ouais. Donc ça fait 15 ans. Comment toi, tu te formes dans cette société en hyper-croissance? Comment tu appréhendes peut-être de nouvelles fonctions? Est-ce que ta relation avec les fondateurs, elle évolue à travers le temps? Parce que quand tu es 5, 10, 15, et puis quand tu es... je crois que vous avez rempli des zéniths en réunissant tous les membres, etc. On a fait des grosses fêtes. Comment tu vis tout ça de l'intérieur, ce passage des dizaines de personnes à des milliers? Sur les fondateurs, comme je te disais, moi j'ai eu la chance de vraiment les côtoyer, que ce soit Malik ou Jérôme. Jérôme, c'est un ami, c'est-à-dire qu'il vient chez moi, je vais chez lui, on part en vacances ensemble, donc on est très très proches. Mais ce qui a été le plus impactant dans mon développement, c'est pas la partie de maintenant, c'est vraiment dans le démarrage, parce que ils ont vraiment voulu faire quelque chose de très très fort. Hier, j'étais à un événement et j'expliquais, jamais ils parlaient de chiffre d'affaires. Tu vois, c'est un exemple. Jamais. C'est-à-dire qu'ils ne disaient pas on va atteindre 10 millions, 50 millions. Non, ils parlaient toujours de vision, de choses qu'on allait pouvoir faire, de dire qu'on allait devenir les numéros 1 en France, qu'on allait devenir les numéros 1 en Europe, les numéros 1 dans le monde. Un jour, Malik, il m'a vraiment dit, c'est ce que je leur disais, il m'a vraiment dit, vous savez les gars, un jour, on vaudra 1 milliard. Et vraiment, à l'époque, on devait être en 2010. Ça te fait pas peur, ça, quand tu auras dit ça? J'ai pas compris, moi. Non, j'ai pas compris. Tu sais, j'ai dû enlever des zéros. J'ai dit, attends, 1 milliard, 100 millions. En fait, il délire, tu vois. Et lui était très sérieux. Et il était très sérieux. Et Jérôme avait dit aussi, donc on verra si là, il avait raison, mais il avait dit que lui, il prédisait une entrée en bourse plus tard. Okay. Donc, on est valorisé 1 milliard. Est-ce qu'un jour, on sera coté en bourse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait prédit. Et toutes ces prédictions qu'ils avaient pu faire, elles se sont réalisées. Donc, évidemment, il y avait un lien qui était très fort. Après, par rapport à moi, mon développement, moi, j'avais monté 2 boîtes avant, mais j'ai pas fait ce que j'ai réussi à faire avec IAD. Je me suis formé à l'extérieur. Ok. Ouais, appel à des coachs, formation classique, coach, j'ai école. toujours eu du mal parce que voilà, les coachs vont me détester, mais j'en ai reçu quelques-uns. Je suis allé voir, mais j'ai jamais trouvé le bon coach pour moi. Okay. J'ai toujours trouvé que, en fait, ils étaient plus défaillants que moi. qu'ils étaient coachs parce qu'ils voulaient eux-mêmes régler des choses, tu vois, des problèmes qu'eux avaient. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment trouvé. Écoute, tu tailles les coachs. Moi, même si on est amis avec beaucoup de leveurs de fonds, moi, un des reproches que j'ai fait à des leveurs de fonds, alors je parle pas des boutiques de premier plan dont c'est le métier, etc. Notamment pour des entrepreneurs qui par moments sont un peu perdus et font appel à des leveurs de fonds dont c'est pas le métier, qui font ça un peu à côté. C'est comment tu peux prétendre coacher un dirigeant à lever des fonds alors que tu l'as jamais fait toi-même. Enfin, je veux dire, la levée de fonds, soit t'en as fait vraiment toi-même, tu sais ce que c'est, tu l'as vécu de l'intérieur, etc. Soit je trouve que effectivement les conseils ils tombent un peu dans le flou, c'est pas des choses précises. En fait, c'est exactement ça. Et donc c'est une fois que tu as fait que tu peux vraiment accompagner. Et en tout cas sur la levée de fonds, moi c'est ce que j'ai ressenti, quoi. À part les banques d'affaires vraiment de premier plan, j'ai tendance à pas trop recommander aux entrepreneurs de faire appel aux leveurs de fonds et leur dire il faut que tu vives le process, il faut que tu apprennes. Et c'est aussi un gage de qualité pour les investisseurs de voir que tu as appris rapidement et que tu as ajusté. Ok, donc pas de coach. Et le coach, il a des compétences. Hein. J'en ai rencontré qui étaient
très intelligent et qui avait des compétences incroyables. Mais c'était juste sur moi, sur mon chemin de vie, sur mon parcours. Je voyais pas trop ce qu'il pouvait m'apporter. Mais par contre, je suis allé me faire former, par exemple, en PNL, programmation neurolinguistique, avec l'Institut Paul Pironnet. J'ai fait les bases, j'ai fait les techniciens. C'était quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est de travailler sur soi. Ok. Quel type de formation, du coup ? C'est en cours du soir ? C'est Non, des semaines, des semaines. Des semaines ? Ouais, c'est les 3 jours, 6 jours. Ça, c'est puissant. Après, c'est justement ton autonomie et ta liberté de t'organiser comme tu veux au niveau de ton travail qui t'a permis de faire ce genre de formation. Parce que c'est vrai que si tu fais 9h, 18h et que ton employeur te laisse pas le faire, tu peux pas aller te former sur le tas. Il y a des entreprises quand même qui laissent cette possibilité aux salariés. Moi, c'est sur mes fonds propres. Mais je sais que c'est très important d'investir sur mon avenir, c'est-à-dire ma capacité à pouvoir m'engager sur un chemin, tu vois, sur un parcours de vie. Et tant qu'on ne travaille pas sur soi, je pense qu'on ne peut pas le faire. La PNL, pour moi, m'a vraiment aidé. Après, j'ai fait l'ANC avec tu vois, études sur le cerveau, comment on réagit. J'ai fait Robbins, je ne sais pas si tu connais, Anthony Robbins, c'est l'un des plus gros coachs au monde, un Américain, qui va à Londres une fois par an. Il y a 8000 personnes dans la salle. C'est la folie, c'est vraiment à l'américaine. Mais le contenu, l'aspect technique, c'est vraiment fort. Vraiment, on mettra le lien dans l'épisode. Ouais. Du peu que je connais Jérôme, il y a une culture du travail. Vraiment, je pense que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup débranché ces 15 dernières années, qui travaillaient le soir, le week-end. À ton niveau, ça a été la même charge de travail ces 10-15 dernières années. C'était un peu plus équilibré. Raconte-moi. Bon, ça, c'est toujours difficile de répondre parce que pour certains, je travaille 100 fois trop. Moi, en fait, j'essaie. Mon obsession, c'est l'équilibre entre ma famille et mon travail. Je suis marié depuis plus de 20 ans. J'ai 2 enfants. Louise, 14 ans, Adèle, 9 ans. Donc ça, c'est ma priorité. Mais mon travail me prend énormément de temps. Et avec eux, j'essaie de faire en sorte qu'ils se disent « Oh, ils ne travaillent pas tant que ça ». Tu vois, quand des fois, ils disent... Elon Musk te dit que c'est du bullshit, l'équilibre vie pro, vie perso. Je l'ai vu, mais comme je ne suis pas Elon Musk, moi, je reste sur mon chemin. Il a peut-être raison, mais j'ai pas forcément les mêmes... Non, mais en fait, on juge pas. Chacun met le curseur où il veut. Tu as raison, c'est une question d'équilibre. Et puis, tu as des gens qui mettent un équilibre un peu plus haut, d'autres un peu plus bas. En fait, c'est ça. C'est que si je m'écoute, tu vois, là, je suis encore en déplacement. Je pourrais être en déplacement, aller au Portugal, à Miami pour la filiale des États-Unis, etc. Ça me plaît. Ça m'excite tout ça, de créer des boîtes, d'investir dans d'autres boîtes, de développer, continuer à y aller. Mais il y a un moment donné où il faut... dans mes priorités, que je sois chez moi. C'est ça vraiment, quand je parle d'équilibre. Non, je travaille beaucoup. C'est l'une de mes plus grandes forces, on va dire, dans le fait de réussir. Et donc, comment tu t'organises ? C'est quoi une semaine classique pour Vincent Morin ? C'est quoi tes routines que tu peux partager à des premiers employés de start-up, à des gens qui sont en train de vivre ce que tu as vécu ces 15 dernières années ? Comment tu t'es structuré ? Lundi, j'essaie de gérer tout ce qui est tombé le week-end. Parce que le week-end, j'essaie de vraiment couper. Donc le lundi, jusqu'à 13-14 heures, je suis quand même en train de régler tous ces problèmes. En général, le mardi, mercredi, je suis en déplacement. En fait, quoi qu'il arrive, j'essaie d'être chez moi le vendredi soir. Parce que j'ai aussi ces rituels de famille où je suis en famille. Donc, j'essaie de faire avant, c'était un déplacement tous les 2 semaines. Là, on rentre dans le rush. Donc, c'est toutes les semaines, je suis quasiment obligé d'être en déplacement. Donc, j'essaie d'être là en début de semaine, fin de semaine. Et après, c'est beaucoup de... L'avantage du Covid, c'est que ça a vachement développé les visio-conférences. Avant, je proposais ça à mes équipes. Personne ne voulait. Donc aujourd'hui, avec la visio, je trouve qu'on a quand même gagné en efficacité. Ouais, il y a un équilibre qui est un peu plus simple. Même nous, en tant que VC, on doit parler à 300 entrepreneurs par an. Avant, on devait se déplacer énormément. Il y a un de nos souscripteurs qui se reconnaîtra s'il écoute, qui est dans la finance, qui à 20 ans faisait les rapports des boîtes cotées. Il nous racontait qu'il allait aux AG, il prenait des notes, il rentrait au bureau, il faisait des fax et tout. C'est vrai que nous, on est à une époque où c'est un peu plus facile. Peut-être... Est-ce que tu crois que la culture d'entreprise, justement, d'IAD a aussi permis ça ? C'est-à-dire un équilibre avec tu t'organises comme tu veux,
finalement, c'est aussi ce multi-level marketing qui permet ça. Tant que tu tiens tes objectifs et que tu es membre dans le réseau, etc., et ça permet de bosser le soir, ça permet de bosser tôt le matin, et c'est comme ça que toi, tu as trouvé ton équilibre. Après, en fait, pour un agent, les IADiens, on les appelle, on s'appelle comme ça, D'accord. Entre nous, quelqu'un qui fait de la transaction, qui commence à développer, il peut être libre. La différence avec moi, c'est que comme j'ai ma filiale au Portugal, j'ai monté d'autres boîtes. Tu peux en parler? Parce que c'est vrai ouais, par exemple, on a créé l'application Nos Réseaux avec Benjamin, Karim, Brian, Vadim et Mathieu. En 2013, on a vendu cette application à IAD il y a 2 ans. Ok. Donc ils t'ont laissé monter un business à côté. Tu avais le droit de le faire, en fait. Alors, on leur a présenté, c'était abouti. Ok. Mais c'était pour aider au business. C'est-à-dire que c'est une application qui rémunère le bouche à oreille. Okay. On s'est dit que dans le business de l'immobilier, comment faire pour récupérer plus de leads? Bah en fait, si je te dis par exemple, tiens, si tu m'envoies un lead, je te donne 500 €, bah en fait, on a modélisé ça. Okay. On a développé une application, l'argent est déclaré, et aujourd'hui, on a 900 000 apporteurs d'affaires en Europe. Donc, on est le plus gros réseau d'apporteurs d'affaires. Et donc, non, quand on leur a présenté à Malik et Jérôme, ils ont dit waouh, mais c'est relou. Parce qu'il va falloir qu'on arrive à intégrer ça dans le réseau. Et ce n'était pas forcément évident. Ça a mis un peu de temps. Okay. Et donc, il y a 2 ans, on leur a vendu l'appli. Génial. Donc, maintenant, ça s'appelle Proper Tips by IAD. Et tu leur as vendu, ça faisait combien de chiffres? La transaction est publique, pas publique? Non, alors c'est pas public. Après, ce que je peux dire, c'est que ça rapporte entre 15 et 17% du chiffre d'affaires à IAD. Ah ouais, donc c'était gros, ouais. Ouais. Ok, donc ça, ouais, vous l'avez développé en parallèle. Ah, ça, dingue. On l'a fait pour s'amuser. Ok. Avec les potes. Ouais, vous êtes sérieux quand vous vous amusez. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'on est une bande d'amis, on développe des business comme ça. On le fait un peu pour rigoler. On a fait aussi avec Joël Pereira, enfin, c'est lui vraiment le boss et l'expert comptable. On a développé un cabinet d'expertise comptable en marketing de réseau. Ok. Donc là, aujourd'hui, il y a 80 experts comptables dans le réseau. Ça s'appelle Vision. Ok. Parce moi, que c'est hyper spécialisé et qu'il faut vraiment connaître l'industrie. Ouais, en fait, il fallait dépoussiériser ce métier-là, ce métier-là de l'expertise comptable qui est quand même très particulier. Et on s'est dit, comme nous, on est spécialisé dans le marketing de réseau et que Joël Pereira avait déjà son cabinet d'expertise comptable, on s'est dit, ouais, peut-être que le mariage, il peut être sympa. Et donc, il a créé ça. Nous, on est associés. C'est lui le boss. Hein. Ouais. On est associés, mais... Donc, associé minoritaire. Donc, ouais, en fait, en parallèle d'être un des cadres clés d'IAD, tu as lancé 2 boîtes. Tu en as vendu une et il y en a une dont tu es actionnaire et qui se développe encore pas mal. Donc, ouais, après, tu es un serial entrepreneur, finalement. Ouais, ouais, mais vraiment à petit niveau. C'est-à-dire qu'on a investi dans une autre boîte qui s'appelle Quantum. C'est pour faire très simple, c'est la Nespresso du cocktail. Ils ont développé... Ah, mais je vois très bien. C'est le truc où, en gros... Ouais, j'attends. Alors, laisse-moi faire le pitch. En gros, tu as les ingrédients du cocktail. Ouais. Et plutôt que le barman fasse tout à la main, machin, etc., il clique et le cocktail se fait. Il n'a plus qu'à rajouter peut-être les petits trucs frais. Exactement. Et en gros, moi, ce que j'avais vu dans les chiffres, c'est que c'était assez dingue. C'est-à-dire qu'une fois que tu as installé la machine, c'est comme le Nespresso. Les bars reconsomment les capsules, c'est ça? Le business model, il est fou parce que... Et donc toi, tu étais à l'origine de ça aussi? Non. Ah. Moi, ils sont venus sur la première levée. Okay. En fait, on a des amis en commun, le réseau. Ils me présentent ça. Valentin, le CIO, c'est un mec extra, c'est un jeune. Franchement, il est à fond. Et donc, on est rentré. Ce qui est donc fou, tu rentres, tu mets quoi? Tu mets 50 000 €? Un peu plus? Ouais, là, non, j'avais mis un peu plus. Ok. C'est quoi, une levée d'1 million? Moi, je l'avais vu passer la première, je crois que c'était ça. Aussi, ouais, j'avais vu. Okay. Mais là, on est peut-être en train d'en refaire une nouvelle. Donc, ouais, je crois que là, ça a levé 3 ou 5, quoi, un truc un peu plus donc, gros. S'il y en a qui sont intéressés, rapprochez-vous de Valentin Quantum. Ça marche. Ouais. Cool. Ouais. C'est quoi les moments durs? Parce que en fait, c'est vrai que je veux pas avoir le travers dans ce podcast de dire c'est génial, regardez, IAD, c'est 5 mecs dans un garage, 15 ans plus tard, ça vaut 1,2 milliard. Ouais. C'est quand même l'exception qui confirme la règle. Est-ce que tu as souvenir de moments un peu chauds où vous êtes au bord du précipice, où il faut resserrer les boulons, ou est-ce que ça a été quand même, grosso modo, un long fleuve tranquille? Au bord du gouffre, pas forcément. Mais difficile, c'est
c'est tous les jours parce qu'en fait, on fait de l'humain. On fait pas de la... Notre métier, mon métier, c'est pas de vendre des maisons. Ça, on utilise ce métier-là, mais notre quotidien, c'est la gestion de litiges, la gestion d'émotions, la gestion... C'est quoi vraiment les litiges dans votre secteur? Les litiges, c'est sur la partie transactionnelle, je sais pas, quelqu'un a fait une estimation, un agent a fait l'estimation, et puis le client va appeler un autre agent d'IAD. Qui appartient, qui est le père du mandat, par exemple, ou alors... Donc toi, tu as dû arbitrer des situations comme ça? Ouais, mais ça c'est tous les jours, ou alors, je sais pas, je veux te faire rentrer chez IAD, tu rentres avec moi, sauf que ton cousin est déjà chez IAD, et ton cousin va m'appeler en me disant, bah attends, non, j'en avais parlé à un barbecue. Ah oui, donc, qu'est-ce qu'on fait la paternité du lead, en fait, la filiation, ouais, c'est ça. C'est un exemple, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment l'humain, ma problématique du quotidien. Ok. À quel moment tu as eu de la chance dans ce parcours un peu extraordinaire et ce gros développement au niveau d'IAD? La chance, je pense qu'elle est dans l'association que j'ai eue avec mes potes et mes associés. La bonne équipe de départ? Ouais, parce qu'en fait, je me rends compte dans les autres business que si l'équipe fondatrice, elle n'est pas ultra soudée, même si ça s'embrouille souvent, mais si elle n'est pas ultra soudée, franchement, c'est très compliqué. Donc là-dessus, je trouve que j'ai eu de la chance. Après, tu sais, il y a deux types de chance. Il y a la chance, je sais pas comment dire, la chance divine, quoi. Tu passes, il y a un piano qui tombe, il t'écrase pas. Moi, je dis, plus je travaille, plus j'ai de la chance. Donc, c'est ça. Et en fait, la chance, c'est l'attitude que tu as face à une situation ou l'attitude que tu as face à une opportunité. Donc la chance est une attitude. Et moi, j'ai cette attitude ultra positive. Je travaille beaucoup, donc forcément, tu sais, il y a un moment donné où il y en a beaucoup qui se disent, lui, il a vraiment beaucoup de chance. C'est un peu vrai. T'as lâché un certain confort? T'as une prise de risque au moment où tu décides de les rejoindre chez IAD? Ouais, j'ai une grosse prise de risque parce que, en fait, avant de rentrer chez IAD, donc je monte deux boîtes. La dernière qui se passe pas super bien. Je suis associé avec un pote. Bon, lui, il a un souci. Je rentre chez moi et je dis à ma femme, écoute, j'ai 28 ans, tu vois, 28, 29 ans, et je dis, écoute, faut qu'on fasse un break. Viens, on part. Okay. Et elle me dit, ok. Donc, elle était dans la finance chez Cortal Consors. Elle démissionne. 3 semaines après, on part faire notre petit tour du monde. Et quand on rentre, moi, je veux plus être à mon compte. Parce que dans ma tête, je l'ai fait 2 fois. Et je me dis, non, c'est dur. Ouais, en fait. Qu'est-ce que tu trouves dur? Pourquoi tu veux plus être à ton compte? Ça, c'est intéressant. Il y a un vrai sujet. Plusieurs choses. Si je suis honnête, il y a le regard des autres. Tu vois, le regard de la famille aussi. Genre, tu vois, je me rappelle, quand j'ai dit que j'allais faire IAD, mes parents, ils m'ont dit, ouais, en fait, tu as fait des études pour être conseiller immobilier, tu vois. Juste cette phrase, elle est dure. Tu vois, en fait, tout ça pour ça, tu as 30 ans, tu as déjà fait des... Tu vois, c'est des petits trucs, mais... Et aujourd'hui, tu as quel âge? 45. Quel regard tu portes justement sur ce genre de réflexion 15 ans plus tôt? Tu vois, moi, je te donne une anecdote, ce que je dis. Moi, mon premier métier, c'est dans la musique. Ouais. Et on me dit, trouve-toi un vrai métier. Ouais, c'est dur. Et tu vois, souvent dans le podcast, je pose la question, quel conseil tu donnerais à la personne que tu étais il y a 15 ans? Et c'est ne pas écouter ce genre de bruit. Et donc toi, t'as le regard des autres. Dans le sens où t'as 30 ans et en gros, si à 50 ans t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie, t'as 30 ans et t'es pas stable en fait. En fait, c'est plus ça, t'es pas stable. Surtout, j'étais parti en voyage. Donc à 30 ans, tu sais, tu le fais à 20 ans, tout le monde s'est dit ouais, c'est fun. À 30 ans, tu sais, j'ai revendu ma voiture, mon téléphone portable à l'époque pour partir. Il y a quand même un regard, le mec il fait n'importe quoi. Et on parle de cette opportunité, et au moment où je décide de m'engager, ma femme me dit je suis enceinte. C'est-à-dire qu'en fait, elle a déjà démissionné, elle veut plus faire de finance, c'est-à-dire qu'on rentre de là, on rentre de notre voyage, on a lu des bouquins sur le bouddhisme, enfin tu vois, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. La semaine de 4 heures, on n'est plus du tout en mode on va conquérir le monde. Et donc on attend ma première fille et je me dis bon là, ça va reposer un peu sur moi. Donc ça met une pression qui est très très forte. Mais cette pression, donc pas de chômage, pas d'aide, pas de téléphone, pas de voiture, donc je repars un peu de zéro. Pas de plan B. Ouais, pas de plan B. Et c'est cette pression en fait qui fait que je suis un gros vendeur dès le départ. T'as toujours eu cet ADN-là? Ouais, en fait, j'étais obligé de vendre. Et est-ce que tu aimes ça? Ouais. Parce que moi, je dis toujours à mes associés, ça les fait rire, que j'aime faire des deals.
j'aime faire des deals, que ça soit pousser une boîte à quelqu'un qui va te la racheter, que ça soit faire un deal avec un entrepreneur, négocier la valo. J'aime ça, tu vois, sans que c'est une connotation malsaine ou quoi. J'aime bien faire des affaires. Je pense que j'ai toujours eu ça. Toi, c'est pareil, tu as ça dans le sang? Moi, là-bas, je suis un vendeur. Okay. J'ai fait études de commerce, commercial B2B, B2C. Donc, en fait, tu pourrais vendre n'importe quoi? Non, je sais pas si je pourrais vendre n'importe quoi, mais en tout cas, je trouve pas ça difficile. À partir du moment où tu n'arnaques pas les gens... Tu connais le produit? Si t'es assez convaincu du produit, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc la vente sur la partie immobilière, j'ai pas trouvé ça très difficile. Et surtout, moi j'ai toujours misé tout sur mon réseau. Okay. Mon réseau, le réseau de mon réseau, tu vois, j'ai toujours essayé d'être une espèce de trait d'union. Comment tu l'entretiens, ce réseau? Tu invites les gens à des soirées, tu leur proposes des plans en fait, ça dépend, je pense, du degré de réseau. C'est d'être présent, quand ils ont besoin. Tu vois, par exemple, une particularité, moi, je réponds à tout le monde. Au téléphone? Mail. Alors, j'ai pas de messagerie vocale. Ok, moi non plus. Comment on fait pour te joindre? LinkedIn, mail? Tu réponds? Alors, j'essaye qu'on m'appelle pas. LinkedIn, je fais pas beaucoup, mais téléphone, Insta. Okay. Après Facebook, mais Facebook, pour moi, c'est de l'information descendante pour mon job. Donc, j'utilise vraiment que pour ça. Mais ouais, LinkedIn, après, je suis pas vraiment dessus. Peut-être pour conclure cet épisode, déjà, je te remercie parce que, en fait, en 35 minutes, on a balayé les sujets. Jérôme m'avait prévenu que ça serait génial, mais je le vis, je le vois, et donc merci pour ça. On a balayé la famille, on a balayé l'effort, on a balayé les business models d'IAD, la prise de risque. Enfin, tu vois, il y a plein de sujets intéressants, donc je pense qu'il y a plein de choses à retenir. Peut-être dernier truc, tu es un vendeur, rapport à l'argent, dans quelle mesure ça a été important pour toi justement par rapport au regard des autres très vite, entre 30 et 40 ans, d'en gagner? L'argent, j'ai toujours voulu en gagner. C'est-à-dire que moi, je viens d'un milieu modeste. Donc, quand j'ai commencé, par exemple, même chez IAD à faire mes premières ventes, c'est quand tu fais 2 ventes, que tu prends 7-8 000 nets, que tes parents, à eux deux, les gagnent pas, tu sais, il y a une espèce de respect de l'argent et de fierté. Après, aujourd'hui, je sais que par rapport à l'argent, je suis un privilégié. J'ai développé une équipe tellement importante en Europe que de ce côté-là, je suis bien. Ce qui est délicat avec l'argent, c'est que quand tu n'en as pas, il y a des choses que tu veux. Quand tu as l'argent, ces choses-là, tu les as, tu peux les acheter. Tu vois, typiquement, pour un gars, la voiture ou, je sais pas, une montre. Voiture, j'ai eu les BM X6, les Panamera, Porsche, machin. Une fois que tu as tout ça, tu vois, aujourd'hui, je dois changer de voiture. Tu veux autre chose? Tu veux pas toujours plus? C'est pas ça le risque? En fait, j'en veux même plus. En fait, je me rends compte que ça n'a pas d'importance. Ce qui était intéressant, c'était le chemin. On a fait un épisode, je sais plus lequel c'est, le 14 ou le 15, avec Laurent Potel, où on parlait des bagnoles. Et donc, tu avais Mathieu Stéphanie qui était là, Laurent qui comparait leur voiture. Et puis moi, bon, au bout d'un moment, il me dit, mais toi, Arnaud, t'as quelle voiture et tout? Puis moi, je suis en vélo, à pied, en trottinette, et avec une vieille Clio qui date d'il y a 10 ans. Et en fait, je m'en fous. Mais effectivement, parce que je dédie mes moyens et sur d'autres sujets, notamment à investir dans mes fonds, à développer la société. Ok, merci pour ça. Peut-être une dernière chose que tu voudrais partager aux gens qui vont nous écouter et qui vont se dire dans leur carrière professionnelle, qui vont peut-être faire le all-in que tu as fait, de se dire j'ai écouté le podcast d'OVNI, j'ai envie de rejoindre une scale-up ou une start-up. Et par rapport à un job où c'est assez linéaire, etc., je vais aller chercher 1, 2, 3% de BSPCE dans une boîte. Et pendant 5 ans, 10 ans, je vais mettre un gros effort, mais j'ai un potentiel de gain important. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là? En fait, c'est pas forcément un aspect technique. Moi, je dirais que ce qui caractérise les gens qui ont réussi, que je côtoie, notamment Malik et Jérôme, on en parlait, mais d'autres... c'est vraiment une vision forte. La vision forte, c'est vraiment de savoir où on veut aller. En fait, et que dans le business, perso ou pro, mais dans le business aussi, et je trouve que c'est très important. C'est-à-dire que si tu sais où tu vas, si tu as une destination de vie qui est très très forte, ton projet de vie, s'il est fort,
Et dans la destination, il y a vraiment tout. Hein. Oui, ça peut être familial, ça peut être tout ce que je veux avoir, boulot. Tout ce que je veux faire, mais surtout quelle personne je veux être, quel type d'entrepreneur je veux être, quel type de papa, quel type de mari. Quand la destination elle est très forte, l'avantage que ça, c'est que tout de suite, ça va dessiner une espèce de trajectoire. Et toi, tu as toujours eu ça? Moi, en rentrant de mon voyage, j'ai mis ça en place. Ok, et tu l'avais pas avant, mais tu penses que c'est ça la différence, le déclic? Ouais, c'est vraiment ça la différence. C'est-à-dire que toi et ta femme, à ce moment-là, vous n'aviez pas d'enfant. Non. Et vous vous dites, ok, nous, ce qu'on veut, pour nous, pour notre avenir, c'est ça. Ouais, on veut ça. On veut ça, et maintenant, j'écris les étapes pour y arriver. En fait, à la base, j'ai même pas écrit les étapes. Okay. Je me suis vraiment dit, je veux devenir cette personne-là. Parce que c'est ça, en vrai, là, question fondamentale, c'est je veux devenir cette personne-là. Et dans cette personne-là, il y avait, je veux être une personne inspirante. Donc, pour être une personne inspirante, il faut réussir et il faut de l'exemplarité. Et il faut travailler avec d'autres personnes qui, toi, t'inspirent. Exactement. Je suppose que tu as aussi rejoint Jérôme et les associés fondateurs d'IAD parce qu'ils t'inspiraient déjà au moment où tu les rejoins? Au moment où je les rejoins, non. Non, parce que c'était juste tes potes, toi. Ouais, ils sortent un peu de nulle part. Tu vois, comme nous, ils sont en tongs. Hein. Quand j'arrive dans le bureau, ils sont en tongs. Et cette destination-là, quand elle est forte, avec ton chemin, l'avantage que ça, c'est que tu es rassuré sur l'avenir parce que tu sais où tu vas. Et une fois que tu es rassuré sur l'avenir, sur ta destination, tu peux être pleinement dans le présent. Et là, tu peux faire tout ce que tu as envie. Et c'est pour ça que parfois, quand des gens me disent, je leur dis, mais toi, c'est quoi ton projet de vie, ta destination? Ils me disent, moi, tu sais, Vincent, je ne veux pas gagner autant que toi. Et je leur dis, mais c'est pas une question de ce que tu veux gagner, c'est où est-ce que tu veux aller. Exactement. Moi, l'argent que j'ai, c'est la conséquence de ma destination. C'est la conséquence de là où je veux aller. Ça n'a jamais été, je me suis jamais dit, je veux gagner ça, ça, ça. Non, je veux devenir cette personne. Et c'est parce que je veux devenir cette personne que j'ai mis en place SAC et qu'IAD est devenu le véhicule parfait pour moi. Parce qu'en fait, mon vrai déclic, il est là. Ouais, donc le conseil à donner, c'est définissez votre destination et trouvez le véhicule qui fit avec cette destination et vous trompez pas de véhicule ou de train ou de... En fait, c'est ça. Faut pas se tromper. Exactement. Il y a des gens chez IAD, je leur dis, tant que vous ne faites pas ce travail, vous ne pouvez pas savoir si IAD est le bon véhicule. Par contre, moi, je vous le dis, je sais qu'IAD est un véhicule extraordinaire pour un très grand nombre de personnes. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer et définir des réussites. En tout cas, j'essaie de les accompagner là-dedans. Écoute, merci d'être venu partager tout ça. Gros big up à Jérôme qui nous a mis en relation. Salut Jérôme. On n'est vraiment pas déçus et j'espère que tous les gens qui nous écoutent le seront pas non plus. Merci. À très bientôt. J'avais envie de conclure et j'allais le perdre, mais c'est bon, ça me revient. Une des citations favorites d'une personne avec qui je bosse depuis 2011 qui s'appelle Didier Soucher et dont j'ai eu l'occasion de parler dans ce podcast. Je crois que c'est la citation de Sénèque qui dit « Il n'y a de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». C'est quelque chose comme ça. Mais donc, il faut pour avancer, savoir où tu veux aller et que le vent souffle dans cette direction-là. Merci à tous. Bravo pour ton parcours canon. Et puis, j'espère que ça nous permettra, ce premier épisode, d'accueillir dans ce studio de nombreux premiers collaborateurs de start-up et que ça inspirera des dizaines de potentielles personnes qui rejoindra des aventures qu'on pourra financer avec OVNI. À bientôt. Merci beaucoup. Salut Vincent. Ciao.